donc je vais commencer pour poser le décor par une brève introduction sur ce projet et ce qu'on se propose de faire. Donc une première question intéressante pour tous, c'est quoi l'Université numérique de la montagne et des territoires isolés? Alors c'est globalement une démarche collective qu'on voudrait mettre en place et puis un fonds d'amorçage de petits sous-projets pour construire une offre de formation numérique qui soit à la fois cohérente, visible et facile d'accès, de manière à répondre aux besoins des massifs de montagne et des territoires isolés, tant des besoins économiques que sociétaux, et si possible des besoins d'aujourd'hui, mais aussi s'organiser pour répondre aux besoins de demain. Et pour faire ça, on se propose d'impliquer et de faire travailler en coordination assez étroite tous les acteurs concernés qui sont intéressés par ce projet. Donc des acteurs très complémentaires, publics, privés, associatifs, etc. Donc première question, ce projet est pertinent parce qu'il a déjà suscité de l'intérêt lors de la réunion bilan qu'on a fait d'un autre projet qui s'appelait UTOP, qui était un projet de démonstrateur d'université de technologie en ligne en novembre dernier à Aix-les-Bains. Et puis on a fait à Grenoble, à l'SCCI, une réunion en janvier avec environ 70 personnes et une quarantaine d'organismes différents qui, eux aussi, ont tous dit « ce projet est intéressant ». Alors on a mis en place un certain nombre de groupes de travail qui nous ont remonté des besoins, des idées de projets qui prouvent que ce projet est intéressant. Alors il s'inscrit indiscutablement dans un contexte qui est très porteur parce que la formation, c'est le deuxième marché mondial après la santé, et c'est un secteur qui est en mutation très rapide, à la fois à cause de l'arrivée du numérique, mais aussi à cause d'une compétition au niveau mondial de plus en plus forte. Et si en France on ne se remue pas, on va se faire doubler par beaucoup de pays, en tête le Québec, mais même l'Université de Catalogne et beaucoup d'autres pays sont en avance sur nous dans le domaine du numérique. Alors il est clair que la formation renforce à la fois la compétitivité des acteurs économiques, mais aussi la cohésion sociale. Alors ce projet vise des besoins spécifiques. Alors il y a des spécificités territoriales de la montagne en termes de distance géographique, mais aussi de distance psychologique. Il y a tous les problèmes de mutation du monde de la montagne liés au changement climatique, liés au tourisme, liés à l'évolution de l'immobilier dans les stations de ski. Et puis il y a des publics spécifiques. D'abord les publics qui sont isolés à cause de la désertification économique, éducative, administrative. Et puis des publics qui ont du mal avec le calendrier des formations existantes parce qu'ils ont des contraintes temporelles fortes et même souvent très peu prédictibles. Par exemple, les saisonniers, d'habitude, ils commencent à travailler le 15 décembre, et cette année, ils se sont mis à travailler plutôt le 15 janvier, pour des raisons de neige. Alors, ce sont des besoins qui ont été confirmés déjà par un certain nombre d'études, d'analyses, de décisions politiques. Par exemple, la préparation de la loi Montagne 2 spécifie clairement qu'il y a des besoins de formation des massifs. Le CGET a mis la formation numérique en priorité dans ses objectifs pluriannuels. Bon, l'ANEM a l'air intéressée. La région Rhône-Alpes affiche des priorités dans le domaine à la fois de la formation continue et du numérique, etc. Alors, on a déjà un certain nombre d'exemples de propositions concrètes. Par exemple, dans le domaine de la santé, c'est de mettre en place une démarche globale de formation des différents acteurs médicaux, mais aussi du public, pour lutter contre la désertification médicale. Dans le domaine du tourisme, on peut penser à des briques de formation sur l'accueil des clientèles françaises et étrangères, sur la stratégie de communication, sur la maîtrise des langues, sur la commercialisation en ligne, la qualification, labellisation des services. Dans le domaine du développement durable, on a dans le domaine de la montagne beaucoup de problèmes liés à l'énergie dans les zones isolées, à la reconversion des bâtiments. Dans le domaine des publics défavorisés, on a des demandes de jeunes qui ont été exclus du système scolaire et qui cherchent à rentrer dans le système scolaire d'une manière ou d'une autre, en particulier en passant les DAEU. Les collectivités, elles sont en train souvent de mettre en place des maisons de service au public
dans lesquels on peut imaginer qu'on crée des référents médicaux, des référents informatiques pour aider la population. Et puis, on peut aussi penser à des référents de formation, c'est-à-dire qui aident la population à faire des choix ou des orientations de formation. Alors, les collectivités aussi sont intéressées par la formation de leur propre personnel. Alors l'idée, c'est d'avancer ensemble. Quand on dit ensemble, c'est avec des organismes très différents, mais qui travaillent ensemble pour valoriser l'expertise de nos montagnes, pour développer et promouvoir nos massifs, en particulier à l'international, pour habituer ou aider les habitants à mieux vivre au pays, c'est-à-dire à trouver de l'emploi sur place, éviter de s'expatrier, et puis préparer l'avenir et pas le subir. Et une idée intéressante aussi, c'est de se dire que les territoires isolés qui sont moins bien traités ou qui sont défavorisés aujourd'hui par les formations présentielles pourraient essayer de prendre de l'avance en formation à distance pour couper dans le virage de la transition numérique. Donc là, il y a quelque chose à faire qui valoriserait les massifs de montagne. Le but de ce projet, c'est aussi de créer de la valeur pour les partenaires en valorisant leur existant, des formations, des démarches éducatives diverses, grâce à une visibilité accrue de ce qu'ils ont déjà fait, grâce à une extension du public auquel ils peuvent s'adresser, par exemple dans d'autres massifs, en apportant des moyens pour développer l'existant et évidemment aussi pour investir dans de nouvelles formations numériques qui, une fois l'investissement fait, ont des coûts de fonctionnement qui peuvent être assez bas. Enfin, pour faire prendre conscience à la fois au public, aux entreprises, aux collectivités, des compétences nécessaires dans les différents secteurs d'activité de nos massifs. Alors pourquoi nous ? Donc c'est une bonne question. Alors pourquoi nous ? D'abord parce qu'on a déjà fait des choses qui sont un peu dans le même domaine, et puis parce qu'on a des partenaires déjà expérimentés, prêts à travailler avec nous. Donc on a des expériences réussies et des acquis dans des projets collaboratifs divers. Alors déjà, les UNT en général et UNIT en particulier ont des réseaux nationaux très importants et disposent de milliers de briques de formation, le plus souvent libres de droit, donc qu'on peut réutiliser facilement. UNIT a piloté le projet IDEFI UTOP, qui était un prototype d'université de technologie en ligne, donc quelque chose qui ressemble à ce que pourrait être une université numérique de la montagne. Et l'UNF3S, qui est présidé par mon voisin, a piloté le projet TIL, qui était un projet de formation alors je ne sais pas très bien, de cadre dans le domaine de la gériatrie, c'est ça ? Gériatrie, santé sociale. D'accord. Donc ça, ce sont des expérimentations qui ne demandent qu'à être généralisées. Alors on a également piloté un projet du PIA numérique, IDEFI numérique, dans le domaine de la formation à distance de publics très défavorisés pour les amener à préparer à distance le DAEU. Donc on a beaucoup de partenaires en France et aussi à l'étranger qui sont prêts à nous apporter leur expérience. Alors les apports des UNT, d'abord on est fédérateur, il y a des réseaux au niveau national mais aussi international. On sait, on commence à savoir bien, alors nous ou bien sûr le réseau qui constitue nos UNT, analyser des besoins de formation à distance, créer des formations personnalisées, adaptées à des besoins spécifiques. On a l'expérience des projets PIA. Je pense qu'on commence à savoir gérer la multiplicité et la variété de partenaires, et dans une logique d'espace de co-construction de projets. On sait également, ce qui n'est pas toujours facile, faire travailler à la fois le monde du public, le monde du privé et le monde universitaire dans les mêmes projets. Et UNIT, incidemment, bénéficie des avantages fiscaux des fondations. Alors, qu'est-ce qu'on veut apporter de neuf ? Alors ça, ce sont les aiguilles de Bavella au sud de la Corse. Donc c'est aussi des montagnes. Alors, bon, ce projet, il se veut innovant. D'abord, en essayant de mettre en place à la fois une veille sur les besoins de la montagne, qui actuellement est peut-être existante, mais peu visible, peu connue, et puis une réactivité en mettant en place un guichet d'accueil de demandes de formation émanant de différents organismes ou même du public. Des objectifs de flexibilité, parce qu'on se rend compte que
beaucoup des formations qui existent ont des contraintes temporelles qui s'adaptent mal au public du monde de la montagne, que ce soit des sportifs, que ce soit des saisonniers, des multi-actifs. Donc on rêve de mécanismes de formation dans lesquels chacun peut mettre en place la chronologie de sa formation. Donc on veut essayer de mettre en place un consortium de formation à distance pour éviter de créer des formations concurrentes, valoriser celles qui existent, et puis créer celles qui n'existent pas dans un contexte de démarche très coopérative qui a montré son efficacité dans UTOP. Alors, un point qui est important, c'est d'arriver à faire accréditer ces formations par les différents organismes financeurs, que ce soit en formation continue, en formation professionnelle, tout au long de la vie. Et enfin, un point important, c'est qu'aujourd'hui, les formations numériques ne sont pas vraiment entrées dans les mœurs de l'administration. Donc il y a beaucoup de contraintes administratives qui s'opposent à la mise en place de formations à distance. Donc il faut mettre le doigt sur ces difficultés et lever ces obstacles. Alors, aspect financier et quelques mots de modèle économique. Donc l'idée, c'est avec des financements éventuellement variés, de différents niveaux d'importance, de mettre en place ce qu'on pourrait considérer comme un fonds d'amorçage de sous-projets porté par les différents partenaires, des sous-projets qui consistent à chercher des besoins, qui consistent à mettre en place des formations, mettre en place des réseaux de tuteurs. Donc il y a des tas d'actions possibles. L'idée aussi, c'est après d'affecter ces moyens aux sous-projets par des instances décisionnelles communes qui s'appuient à la fois sur les besoins du milieu de la montagne, mais aussi sur la création de valeur pour les différents partenaires. Alors des exemples de modèles économiques qu'on a expérimentés dans UTOP, et ils sont très variés. On a mis en place une 50aine de formations dans UTOP. Alors ça, ce sont des chiffres qui sont assez approximatifs parce qu'on est en phase de montée en puissance. Par exemple, on a mis en place un système de formation, des sessions de formation au biomimétisme avec un groupe d'entreprises du CAC 40. Donc l'idée, c'est des sessions de 16 heures à distance, 16 heures en présentiel, avec un investissement partenaire de l'ordre de 3 000 € et UTOP de l'ordre de 8 000, des coûts par stagiaire 2 200 €. On a fait déjà 3 sessions. Et on a un bénéfice qui est parti de zéro au début, puis qui monte tranquillement vers quelques pourcents. Alors le futur, c'est de mettre en place une cartographie nationale du biomimétisme et puis des formations métiers d'application du biomimétisme dans différents secteurs et une ouverture internationale. Alors, un autre exemple de modèle économique qui a été piloté par l'Université de Lorraine, dans le domaine de la formation à la chirurgie endovasculaire. Donc là, il y a eu un investissement important en simulateur de pose de valve et puis création de cours. Et maintenant, il y a un DU d'à peu près 180 heures plus 60 heures TP, coût par stagiaire 2 200 €, et ce qui génère un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 40 000, plus des journées qualifiantes pour des entreprises représentant un chiffre à peu près équivalent. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'après, il y a eu des retombées suite à la mise en œuvre de ce simulateur par un projet d'hôpital virtuel cofinancé par FEDER, Région, État, de l'ordre de 12 millions d'euros, et qui va s'intéresser à d'autres domaines médicaux comme la robotique chirurgicale, l'implantologie. Et ça, ce sont des briques qu'on peut réutiliser dans de la formation pour l'Université numérique de la montagne. Autre extrémité du spectre, on a une petite formation qu'on a mise en place d'assistant de gestion de très petites entreprises, pilotée par IUT en ligne, avec des modules de 30 heures, donc un investissement relativement faible de l'ordre de 10 000 €, coût par stagiaire 450, une session de 15 stagiaires, il manque un S, ça fait un CA de l'ordre de 6 700 € avec un bénéfice de 20% qui n'est pas négligeable. Et là, il y a une grande demande dans ce domaine. Alors, quelle stratégie pour l'UNM? Donc ça, ce sont les grands Chermoz. Chamonix, c'est mon pays, donc je n'ai pas pu m'empêcher de le mettre. Alors, ce que je vous propose, c'est d'abord, ce matin, d'écouter des réactions, des illustrations, des propositions de différents partenaires. À midi, en fin de matinée, je reprendrai la parole pour quelques minutes pour quelques propositions.
Et puis cet après-midi, ceux qui le souhaitent, ceux qui se sentent motivés par ce projet, sont invités à ouvrir des discussions. Le but, c'est que dans les 2 prochains mois, on mette en place un travail collaboratif pour être prêt cet été à répondre à différents appels à projets du PIA 3. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. Et maintenant, la parole aux partenaires.